Merci d'être encore présent à 16 heures. On espère que vous avez passé une bonne journée jusqu'à présent. L'objectif de cette présentation aujourd'hui, c'est la refonte de climatedata.ca, qui s'appelle en français données-climatiques.ca. L'objectif, c'est d'essayer de vous montrer un peu comment allier technologie, sciences climatiques et UX, pour grosso modo sensibiliser au réchauffement climatique. Donc il y a plusieurs outils sur ce site, différentes choses qui sont intéressantes à vous présenter aujourd'hui et qui, au global, permettent d'arriver à un site qui a un objectif vraiment intéressant pour tout le monde. Aujourd'hui, on sera trois à présenter. Il y a Robin, je te laisse te présenter rapidement. Merci. Donc, enchanté à tous. Moi, je suis Robin Varena, gestionnaire principal au sein du CRIM. Rien à voir avec des activités illégales. Le CRIM, c'est le Centre de recherche informatique de Montréal. Je vais en dire 2-3 mots après là, quand même, pour vous présenter le message. Puis Pierre-Paul. Moi, c'est Pierre-Paul, directeur associé à la technologie. Je fais de la technologie chez Evolving. Puis moi, Maxime Dussel, je ne me suis même pas présenté en fait au début de la présentation. Je suis chef de projet chez Evolving Web, donc je travaille étroitement avec Pierre-Paul, puis j'ai travaillé avec Robin également. Pour vous faire un petit point sur l'agenda, donc les introductions, c'est bon, on l'a passé. La première partie sera donnée par Robin, qui est grosso modo sur sensibiliser par l'UX et le numérique, présenter un peu l'objectif de la refonte et les différents outils. Pierre-Paul parlera de la flexibilité du code, parce que c'est un site qui est voué à évoluer. Et puis ensuite, on vous fera une petite démonstration de la carte et de l'outil de téléchargement, donc pour vous montrer un peu le travail abouti. Puis si vous avez des questions par la suite, on se fera un plaisir d'y répondre. Je vais te laisser... Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la présentation. Ok, merci. Donc rapidement, en 2 mots, là, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Le CRIM, c'est quoi? Donc, ça, on est un centre de recherche appliquée, ça fait 40 ans qu'on existe, on va fêter notre 40e année cette année. On est spécialisé en intelligence artificielle. On est subventionné à moitié par le MEIE, c'est-à-dire le gouvernement provincial, le ministère de l'énergie, de l'innovation et de l'économie, pour faire vraiment de la recherche fondamentale en intelligence artificielle. Et on fait de la recherche appliquée, c'est-à-dire aussi qu'on recherche, aussi on l'applique dans des vrais use cases. Essentiellement, notre vocation, c'est de venir aider les compagnies québécoises à intégrer de l'intelligence artificielle sur des solutions qui sont complètement personnalisées. Je ne m'apaiserai pas plus là-dessus. Pourquoi on intervient sur le projet de données climatiques? C'est qu'on a cette expertise en manipulation de données. Vous allez voir que le projet de données climatiques, c'est vraiment comment on met à disposition des Canadiens des données climatiques qui sont extrêmement complexes et qui peuvent être assez conséquentes en termes de volume, dans un environnement qui soit facilement accessible et compréhensible par le commun des mortels, je dirais. Donc vraiment rapidement, données climatiques, le portail s'inscrit dans un continuum de portail. Tout ça est soutenu par le gouvernement fédéral, le ministère de l'écologie, de l'environnement, excusez-moi. Donc c'est ça, Environnement Canada. Puis il s'inscrit dans un continuum de différents outils. Donc il y a l'Atlas, on va dire, c'est vraiment pour faire de la vulgarisation sur ces aspects-ci du changement climatique. Il y a le portail en tant que tel, donc données climatiques, qui lui va répondre vraiment à un besoin particulier. Donc si vous allez voir, il y a des personnes qui sont très très différentes en termes d'utilisateurs, mais qui grosso modo mettent à disposition des données climatiques qui couvrent le Canada. Je viendrai plus en détail sur c'est quoi ces données en particulier. En fin de compte, ce qu'on appelle des decision makers. Donc, il y a des gens qui seraient appelés à prendre des décisions tout en considérant le réchauffement climatique dans leurs activités. On peut penser au secteur de l'agriculture, l'assurance, le domaine maritime, ainsi de suite. Et enfin, il y a un dernier outil qui est Pavix, dont le backend est aussi développé par le CRIM, qui est vachement plus avancé. Là, c'est vraiment pour des scientifiques qui souhaiteraient manipuler, donc des climatologues essentiellement, ce genre de données pour leur propre recherche. Le portail en tant que tel, c'est un projet collaboratif qui est soutenu financièrement donc, par le ministère de l'Environnement. On a plusieurs partenaires, je ne vais pas tous les citer, mais il y a 2 types de partenariats. Donc il y a des centres de recherche ou des centres de services climatiques qui produisent de la donnée. Le ministère lui-même produit de la donnée. Donc là, par données, je parle de données climatiques. Et il y a ce qu'on va appeler des partenaires d'innovation, dont le CRIM et Evolving Web, qui eux viennent en fin de compte soutenir en fin de compte des développements qui vont permettre de mettre à disposition ces données via des outils de visualisation ou de téléchargement. Les données dont on parle, c'est de 2 types. C'est des données historiques, où, par exemple, il y a ce qu'on appelle des station data à travers le Canada et qui, au fur et à mesure, enregistrent des données climatiques.
il y a 150 ans, c'était quoi la température qu'ils faisaient au Manitoba, etc. Et il y a des projections climatiques. Donc là, les données, elles vont jusqu'à 2100. Là, c'est basé sur des modèles physiques, il n'y a pas encore d'IA là-dedans, en tout cas, c'est très balbutiant. Un peu, si vous connaissez le GIEC ou ce genre d'organisation, on va déterminer en fonction d'un certain nombre de scénarios. En 2100, ça sera quoi la température qui fera, par exemple, au Canada, puis en fonction d'un certain nombre de variables climatiques qui peuvent en découler. Donc ça, c'est les deux types de données qu'on va mettre à disposition. Et c'est vraiment fait à destination de gens qui doivent prendre des décisions sur la base de ces données. Donc par exemple, je suis un assureur. En 2050, c'est quoi les types de polices d'assurance que je vais pouvoir offrir si vous habitez par exemple près de la mer, si vous êtes près d'une forêt et qu'il y a une augmentation de feux de forêt. Si je fais de l'agriculture, comment je peux me projeter dans le futur pour adapter aussi mon activité. Ainsi de suite. Une municipalité aussi, je veux construire une route, est-ce que c'est la bonne idée de mettre le pont à 2 mètres au-dessus de l'eau ou est-ce que je devrais l'augmenter? Ainsi de suite. Donc c'est vraiment fait pour que les gens puissent prendre des décisions. Ce sont des données officielles qui sont labellisées par le Canada. Puis toutes ces données passent à travers un processus ultra complexe là, de validation et qui suivent en fin de compte des procédures scientifiques ultra rigoureuses. Et à cela est accompagné des ressources pédagogiques, parce que vous allez voir, si vous allez sur le site, moi, la première fois que je suis allé, je ne comprenais absolument rien, des données ultra complexes, vraiment qui en plus sont soutenues par des concepts climatiques et scientifiques qui sont pas forcément très connus. Donc il y a tout un tas de ressources pédagogiques pour aider à comprendre c'est quoi ces données, à quoi elles servent, c'est quoi les concepts qui les sous-tendent. Donc la refonte du portail. Donc, le site web actuel qui s'appelle climatedata.ca ou son pendant français, la donnée climatique, existe. Là on est donc dans une phase de refonte. C'est quoi les objectifs principaux là? C'est essentiellement de 2 ordres. Améliorer l'expérience utilisateur, donc toute la partie UX, et aussi venir retravailler la partie back-end, on va dire, pour offrir une offre que évoquera justement Pierre-Paul, vous allez voir quelque chose de beaucoup plus flexible en termes d'évolution, d'ajout, de nouvelles variables, de nouvelles données, parce que vous allez voir que une donnée qui va vous dire c'est quoi la température qu'il fait dans 50 ans versus une donnée c'est quoi le niveau de la mer qu'il va faire dans 50 ans, c'est absolument pas le même type de données qui sont derrière. On ne les affiche pas du tout de la même manière, elles ne sont pas organisées de la même manière, elles ne sont pas structurées de la même manière. Donc on a besoin d'une flexibilité de ce code qui sous-tend la plateforme pour permettre en fin de compte une évolution constante et que ça ne soit pas ultra douloureux quand on essaie d'ajouter une nouvelle donnée à la plateforme qui est un petit peu exotique par rapport à ce qui existait précédemment. Donc pour la partie UX, ce qui est fait, c'est vraiment de venir en fin de compte faciliter on va dire la prise en main de la plateforme et justement de pouvoir un peu prendre par la main l'utilisateur et de vraiment rendre son expérience la plus simple possible, puis je dirais même la plus compréhensible possible. Que ce soit des concepts complexes, des données complexes, c'est pas facile forcément de naviguer à travers ce site web. Donc le travail sur le UX vient un petit peu casser cette difficulté pour vraiment faciliter son utilisation. Et comme je vous disais précédemment, tout ça est aussi associé au fait qu'il faut répondre à différents types de personnages. Donc c'est-à-dire on a des gens qui sont des chercheurs qui viennent sur ce site, donc eux ils connaissent très très bien les types de données, comment configurer les données. Mais on a aussi des experts, donc eux ils sont à un niveau un petit peu en dessous, donc ils ne maîtrisent pas forcément l'entièreté des concepts derrière, mais ils savent un petit peu s'y retrouver. On a des gens qui sont des décideurs, par exemple un urbaniste ou un agriculteur par exemple. Bah lui, il n'a pas forcément toutes les connaissances nécessaires en termes de climatologie pour naviguer à travers le site. Mais il faut quand même répondre à son besoin à travers la plateforme. Et on a aussi du grand public, on a les médias aussi qui viennent utiliser beaucoup ces sites web. Donc vous comprenez, le panel de personas est extrêmement large et c'est très difficile de trouver un bon équilibre en termes d'interface utilisateur pour répondre à ces différents personnages. Donc faciliter l'utilisation, puis optimiser la visualisation et la configuration de boîte. C'est un petit peu ce que je viens de dire. Bien sûr, si vous avez des questions après, je répondrai avec plaisir. Autre objectif aussi, au-delà de faciliter, on va dire, l'utilisation des outils qui sont en rapport avec les données, c'est de faciliter en fin de compte la mise en relation entre ces outils de visualisation et de téléchargement des données et les contenus pédagogiques qui sont mis à disposition. Donc si moi je suis intéressé, par exemple, c'est quoi le jour le plus froid, puis je travaille en agriculture, on va essayer de te mettre une relation entre les données que tu es en train de visualiser et des contenus qui vont venir t'expliquer pourquoi c'est pertinent pour ton secteur d'activité, c'est quoi les concepts qui sont intéressants à considérer, c'est quoi le type de données qu'on est en train de te montrer en rapport spécifiquement avec ta recherche.
Juste pour vous dire, pour aller encore plus loin, on va développer dans les prochaines années un outil d'IA qui va vraiment permettre d'encore plus, on va dire, accompagner les utilisateurs à travers des recherches par mots-clés très très simples qui va vraiment encore plus prendre par la main l'utilisateur pour lui expliquer tout ça parce que vraiment c'est complexe. Et surtout développer une base de code, c'est ça, robuste et flexible pour permettre en fin de compte une mise à l'échelle assez facile de cette plateforme étant donné qu'il y a un flot continu en fin de compte de données, de nouvelles variables qui nous sont fournies à travers le consortium ou le partenariat. Donc c'est ça, on avait besoin de travailler avec Evolving Web pour nous offrir cette base de code robuste et flexible pour que ça soit plus simple pour nous pour le faire évoluer à travers le temps. Tiens. J'embarque. Fait que là, on a parlé des données, c'est super intéressant, mais on n'a pas parlé du code en tant que tel. La map que vous avez vue ici, principalement, est générée avec une application React. C'est une application React qui est écrite avec du TypeScript. Puis le backend est utilisé avec un WordPress. Fait qu'au niveau des données, je vais en parler un peu plus tard, là, mais on fait aussi du WordPress chez Evolving Web. Mais je vais mettre peut-être un petit 2 minutes sur l'importance d'une bonne découverte. On a un peu rentré dans ce projet-là, les deux mains dedans, on était vraiment passionnés, puis on voulait faire avancer le projet, mais on n'a peut-être pas pris le temps au début du projet de vraiment analyser c'est quoi les données, c'est quoi la nature des données, dans quel contexte sont utilisées, puis je pense, c'est ça, je voulais prendre le temps de parler de nos fameux spreadsheets. On a vraiment pris le temps de catégoriser ces données-là, puis s'asseoir avec les scientifiques de chez Eurocrim pour réussir à arriver à un tableau où est-ce qu'on avait une idée de où est-ce qu'on s'en allait, puis comment on voulait bien les séparer, dans quel contexte on les utilisait. Fait que grâce à ça, on a réussi à trouver vraiment, je pense, une bonne architecture de code en TypeScript, comme que je le mentionnais tantôt, où est-ce qu'on réussit à loader autant du JSON que du TypeScript pour réussir à afficher la map dans toutes les cas d'utilisation. On va faire une démo tantôt. Je pense que ça va prendre toutes ces couleurs, si on veut, une fois que vous allez voir comment ça fonctionne. Fait qu'au niveau du back-end, une fois dans le WordPress, on va venir rajouter une nouvelle variable. On va venir les configurer. Je pense que je n'ai pas de screenshot, mais on va venir les configurer à travers l'interface aussi. C'est pas convivial en tant que tel. Ça reste un outil qui est disponible pour les scientifiques, mais ça rend la job beaucoup plus facile de mettre à jour l'application puis de rajouter une nouvelle variable. Je pense qu'on tombe direct que... Ah oui, c'est un travail qui est complètement open source. Fait que je vous ai mis un petit QR code. Mais si ça vous tente d'aller voir directement le code pour le thème WordPress qui contient aussi des applications React, tout est disponible en ligne. Ça, c'est quelque chose qu'on adore faire chez Evolving Web, travailler dans le vert. Fait que je vais juste vous faire une petite démo. En fait, je vais bien vous faire une petite démo. Si je vais essayer de switcher. Merci, j'avais ça. Donc là, ce que vous voyez, là, c'est pas encore en ligne, là, ça va sortir d'ailleurs la deuxième semaine de septembre. Ok. Donc là, en gros, vous êtes sur la carte, là, donc ça va être l'outil de visualisation des données. Un certain nombre de choses. Donc, vous voyez, l'idée du UX, là, c'est aussi que ça soit un peu step by step, là. Donc ce qu'on va faire, d'abord, on va venir sélectionner un dataset. Un dataset, en fin de compte, ça va être, c'est quoi la nature des données que tu veux voir? Est-ce que tu veux voir des données marines? Climate normal, là, ça va être des données historiques. Est-ce que tu veux voir des données, ce qu'on appelle son downscale global, là, donc c'est vraiment des données mises à l'échelle, qui en fin de compte la majorité des variables climatiques sont faites de cette manière-ci. Donc par exemple, on va venir sélectionner ce jeu de données, puis après, une fois qu'on a sélectionné ce jeu de données, vous avez un certain nombre de variables climatiques que vous pouvez venir chercher. En termes de variables, là, je ne sais plus de mémoire, c'est entre 30 et 40 variables, mais comme je vous dis, c'est continu, là, on en rentre plusieurs fois par année, quoi. Donc là, vous pourriez dire, par exemple, je suis vraiment désolé, là, je peux utiliser ça. Ok. Moi, ce que je veux voir, c'est les jours humides. Donc, ok, tu peux sélectionner cette première variable, par exemple. Vous voyez, immédiatement, ça met à jour la carte. Là, ce qu'on voit, c'est vraiment les données qui sont en back-end, en temps réel, qui sont visualisées. Puis après, on vient sélectionner un certain nombre d'informations. Puis après, c'est là où on va venir essayer d'expliquer un petit peu et prendre par la main. Donc, choisis une première version, par exemple, de ton jeu de données. Donc là, ça peut être du CIMEP 5 ou CIMEP 6. Là. C'est un petit peu abstrait. Mais en gros, ça va être quoi? Le modèle de projection climatique que tu veux sélectionner. Peux-tu cliquer en haut? Parce que de la définition de la variable aussi. Ouais, je vais y venir après. Donc, ouais. Après, vous pouvez venir sélectionner un certain nombre d'éléments. Là, threshold, là, c'est quoi
c'est-à-dire le type de données précalculées que tu veux. On a aussi des données qui sont custom. Là, c'est toi qui peux déterminer les valeurs que tu veux associer à tes données. Après, il y a le type de scénario d'émission. Donc, est-ce que tu veux un scénario pessimiste, un scénario optimiste? Je ne vous cache pas que généralement, là, avec ce qui se passe actuellement, c'est plutôt les scénarios pessimistes qui commencent à être de plus en plus vrais. Mais vous voyez, ça vient mettre la carte en fin de compte à jour systématiquement. Puis après, vous pouvez aussi comparer des scénarios. Donc ça, c'est pas inintéressant. On compare moins un optimiste avec un peu moins optimiste. Donc là, c'est pas forcément la variable qui est la plus probante pour ça. Vous pouvez aussi choisir des types de régions, là, que ce soit donc par région administrative, là, ces régions en termes du recensement, les régions socio-sanitaires. Vous avez aussi les bassins versants. Voilà, ça prend un peu de temps. Tout ça est extrêmement important. Ça paraît vraiment très trivial, mais c'est vraiment important en termes d'informations qu'on délivre à l'utilisateur pour qu'il puisse prendre des décisions vraiment en fonction de ses besoins locaux. Puis après, vous pouvez choisir le type de données. Je les veux sur une année, je les veux au mois, je les veux, je pense même de manière saisonnière, etc. Si je scroll, je peux avoir aussi de l'information sur time période. Je veux que tu me montres, c'est toujours par des phases de 30 ans là, sur cette variable-ci. Montre-moi sur... Excusez-moi, je suis sorti du Canada. Voilà. Vous pouvez sélectionner en fin de compte. Donc si on regarde par exemple dans le passé... Est-ce que vous avez une bonne connexion? Ah, c'est bon. Bref, ça change en fonction de la projection climatique que vous faites. Bon, il y a d'autres options aussi que c'est intéressant. Vous pouvez chercher par localité. Là. Vous pouvez aussi avoir de l'information contextuelle. Là, c'est quoi cette variable? On vous explique. On vous dit aussi pour quel type de secteur c'est intéressant. Vous avez différents secteurs, là en l'occurrence, qui cette variable pourrait intéresser. Si je clique sur Learn More, vous arrivez sur une section où vous allez voir vraiment du contenu didactique avec du contenu scientifique. Puis on va aussi vous mettre de l'avant un certain nombre d'articles qui pourraient être pertinents. Donc voilà, ça c'est, on va dire, la phase de visualisation, mais aussi ce que vous pouvez faire, vous pouvez cliquer sur ce qu'on appelle les grid cells. Puis après, vous avez un certain nombre d'informations qui vous donnent des médianes, qui vous donnent un certain nombre d'informations par rapport à une baseline, qui vous donnent aussi un range. Puis ici, Detail, vous pouvez aller chercher un certain nombre de graphiques. Je sais que quelqu'un ici a travaillé sur les graphiques. Puis vous pouvez aussi avoir de l'information beaucoup plus fine en manipulant ces graphiques, en fonction, par exemple, de la time period que vous voulez sélectionner. Vous pouvez télécharger tout ça, etc. Puis après, vous dites, bah, c'est bien beau, mais moi, ce que je veux, c'est télécharger ces données. Parce que là, je les ai visualisées, mais maintenant, je voudrais, par exemple, les rapatrier et puis les utiliser dans mes propres outils. Donc là, vous voyez, je suis redirigé vers la phase de download. J'ai sélectionné cette variable-ci. Hop, je viens setter un certain nombre d'options. Hop. Puis là, en fin de compte, si je zoome, je vais pouvoir sélectionner un certain nombre, on va dire, de zones pour lesquelles j'aimerais avoir des données. Donc là, c'est vraiment... Après, vous avez un certain nombre d'options de configuration de ces données-ci. Next step. Puis après, on va vous dire, OK, dans quel format tu les veux, puis on va t'envoyer un courriel parce qu'on va le processer en back-end. On va t'envoyer les données brutes que tu as sélectionnées et que tu as pu visualiser précédemment. Vous pouvez aussi aller, bien sûr, choisir d'autres types de datasets. Par exemple, celui-ci, Station Observation. Donc là, en fin de compte, c'est des données historiques, hein, ça. Donc vous pouvez sélectionner une station en question. Next step, et vous allez avoir, en fin de compte, pour un range de dates précis que vous souhaitez, obtenir, en fin de compte, les données historiques pour cette station. Il y a tout un tas, en fin de compte, de datasets auxquels vous pouvez accéder, par exemple, des données marines. Donc là, ça va soit être vertical allowance, c'est-à-dire le changement de niveau de la mer, par exemple. On va prendre lui, vous choisissez votre version. Bon, là, c'est sûr qu'il faut se rendre au bord de la mer pour avoir accès à ces données. Voilà, donc là on commence à les voir, là ça couvre les régions côtières, puis c'est le même principe, vous venez sélectionner ce qui vous intéresse. Là par exemple c'est super intéressant pour le secteur marin d'avoir cette information. Puis ainsi de suite. Est-ce que je me rends plus loin? C'est comme ça, on a le temps. On a le temps? Ben oui. Moi, je peux peut-être répondre à des questions. Ben oui. Ou vous montrer d'autres variables? C'est vraiment vous qui choisissez. Là. C'est peut-être un peu chiant là, de vous montrer des variables. À vous de me dire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Non.
Alors, l'information vient d'où, sous quel format elle vous est transmise? Ouais. Alors l'information, en fin de compte, elle vient d'où? Elle vient de deux endroits. Soit elle vient de l'infrastructure du crime, où on héberge une partie des données, qu'on appelle des données précalculées, c'est-à-dire qui sont déjà définies par des thresholds. Elles sont en NetCDF. Donc c'est un format, en fin de compte, si tu veux, pour les données climatiques en question. Elles sont stockées de cette manière-ci, puis elles sont délivrées de cette manière-là. Et après, pour ce qui est des données d'analyse, c'est-à-dire que tu peux customiser, c'est-à-dire je voudrais avoir le nombre de précipitations totales, mais je ne veux pas utiliser un threshold prédéfini, je veux vraiment, moi, déterminer vraiment. Ça vient d'une autre infrastructure qui est hébergée chez Ouranos, qui est un centre de services climatiques québécois, qui produit de la donnée climatique aussi, puis qui, justement, soutient le projet PAVIX, qui fait partie du continuum, là. C'est ça. Donc, tu as des données en BCDF, en CSV, tu as du JSON aussi. L'infrastructure permettrait d'ajouter des sources d'informations ou d'en enlever. Ouais, exactement. Ouais. Donc c'est vraiment continu. On est même obligé de. Tu sais, on a la planification d'intégration de données sur 4 ans actuellement. Donc la donnée, on en a en stock à devoir déployer. Donc c'est vraiment continu. Puis étant donné que c'est une science qui évolue beaucoup, basée sur des nouveaux modèles physiques qui sortent chaque année ou 2 ans, basés sur les préconisations du GIEC, dès que tu as un nouveau modèle physique, il faut que maintenant, après, toutes tes données passées, tu les repasses à la moulinette, puis après tu délivres en fin de compte des nouveaux données en fonction de nouvelles versions de ton dataset. Donc c'est continu. Puis après, tu as des nouvelles variables climatiques aussi qui viennent s'associer à ça. Les feux de forêt, ce genre de trucs. Dans le contexte actuel de politique qui fait en sorte que les données climatiques sont sous attaque. Puis il pourrait peut-être même, en soi aux États-Unis, toutes les données sur la NASA, puis ces choses-là. Tu as beaucoup de sites, en fait, qui contiennent des données qui sont menacées de disparition. Est-ce qu'il y a comme est-ce qu'il y a une façon d'aller chercher ces données-là et de les stocker ailleurs, au cas où, par exemple, pour des raisons politiques, le site soit down, ou les sources, etc.? C'est une bonne question. Je ne vais pas trop rentrer non plus dans les trucs politiques, mais en gros, toutes les données sont hébergées au Canada. Il y a des systèmes de redondance, c'est sûr, c'est dans chacune des infrastructures d'hébergement. Nous, on en héberge. Ouranos héberge les mêmes jeux de données, le gouvernement héberge les mêmes jeux de données. Je te dirais que je m'arrêterai là en termes de réponse. Quoi. Mais c'est ouais, vas-y. Les station data, à quel point ils sont mis à jour? À chaque année. OK. Fait que si je veux avoir la donnée du station data qui est chez nous, il faut que j'attende en janvier? Ça prend, si tu veux, généralement, on va dire si tu veux avoir 2024 et que tu es en janvier 2025, il va falloir que tu attendes la fin du premier trimestre. Okay. Pour qu'elle soit mise à disposition. Okay. Ouais. Celles-ci sont annuelles. Mais c'est sûr que pour te dire, là, pour la petite anecdote, on a une partie de nos données qui couvre un petit peu les États-Unis. Puis c'était une problématique pour le gouvernement actuellement. Ça a cœur avant le lancement. Comment? Ça a cœur avant le lancement. Non, mais, mais ça va te faire rapidement après. Là. Ouais. Mais c'est sûr que c'est des sujets qui sont de plus en plus prégnants. Là. Comment on conserve ces données, comment on s'assure qu'elles soient pérennes et accessibles en permanence. À date, si tu veux, c'est vraiment des systèmes de redondance, puis que ça soit multiplié à travers le Canada, puis surtout n'utiliser aucun service à l'extérieur du Canada. Je te dirais, ou même de compagnies autres qui hébergent au Canada des choses. C'est vraiment cibler des organisations à 100% canadiennes. Oui? La question, parce que j'ai manqué le début de la présentation. Est-ce que ce site-là, est-ce que c'est une initiative du gouvernement ou de la communauté scientifique elle-même? C'est une initiative du gouvernement sous, on va dire, l'impulsion de la communauté scientifique. Okay. Puis c'est vraiment, effectivement, le financeur de ce projet, en fin de compte, c'est Environnement Canada. Par contre, si tu veux, c'est un petit peu spécial, c'est-à-dire que c'est sous couvert de ce qu'on appelle un grant and contribution. Donc, c'est-à-dire le Canada, le gouvernement fédéral délègue la responsabilité du développement de cet outil à une tierce personne, en l'occurrence le CRIM, donc qui pilote tout ça, mais sous couvert d'un partenariat scientifique, de partenaires qui couvrent l'entièreté en fin de compte des régions du Canada,
Et si tu veux, le gouvernement reste en fin de compte le décisionnaire absolu. Donc c'est un projet partenarial sous l'impulsion de la communauté scientifique accepté par le gouvernement qui délègue, si tu veux, la responsabilité de la gestion au day-to-day à cette communauté. Okay. Puis, est-ce que il y a un but de genre, rendre ces données-là plus accessibles pour que la population se rende compte des dangers des changements climatiques? Oui, absolument. Je te dirais que ça n'a pas une vocation première qui est une vocation militante. C'est pas la vocation de la plateforme, mais par la bande, ça le devient un petit peu, si tu veux. C'est plutôt de mettre à disposition des données pour que des gens qui sont directement des industries ou des activités économiques qui sont directement impactées par le changement climatique puissent, si tu veux, se projeter dans le futur et prendre des décisions en conséquence pour pouvoir adapter leurs pratiques. C'est ça l'objectif principal. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce projet-là, mais la compagnie Sony a sorti un jeu, une expérience, peu importe, gratuite, qui s'appelle Climate Station, qui est un peu ça, où tu as accès à un paquet de données historiques sur la météo, la température, tout ça, puis ça te montre genre l'impact qu'il y a déjà eu, puis à venir sur toute la planète avec ces données-là. Ok, non, je ne connais pas ça. D'ailleurs, c'est quoi les termes d'utilisation de ces données-là? Elles sont publiques. Publiques. Oui. Ouais, ouais. Donc, moi, je peux aller chercher ça, créer une app, faire $1 million. Tu fais ce que tu veux. Si tu réussis à vendre toi, $1 million. Pour compagnie d'assurance, peut-être. Ah, peut-être. Peut-être qu'il y avait une autre question avant, en arrière. Oui, je trouve que c'est vraiment nécessaire et génial dans un sens comme outil. Mais je me demande en tant qu'humain d'avoir accès, pour vous, d'avoir les mains dedans à toutes ces informations-là, puis d'en tirer des constats que vous voulez bien tirer. Qu'est-ce que ça fait? Okay. Bon, pareil, je ne veux pas trop rentrer là-dedans, mais c'est une très bonne question. Moi, je ne viens pas du tout de ce domaine-là. Je fais de la tech, là. Ça fait 4 ans maintenant que je travaille. Je dirais que c'est désespérant. C'est un peu ça mon ressenti. Il n'y a pas besoin de rajouter plus. C'est une bonne réponse. Non, mais tu sais, c'est très. Oui, c'est surtout quand tu vois les nouvelles données rentrées, les scénarios qui sont de plus en plus pessimistes. C'est. Voilà, puis travailler avec la communauté scientifique qui produit ces données, tu sais, qui t'explique concrètement les trucs, c'est sûr que. Mais c'est tellement nécessaire. C'est pas le fun, mais par contre, c'est ça, l'anticipation, c'est un peu aussi l'objectif, là. Puis, ouais, je pense que tu vois un peu la réponse. Je vais. Ouais, c'est ça. Yes. C'est vraiment très très cool parce que j'aurais aimé avoir ça il y a, je pense en 2019, un peu avant la Covid, on a fait un hackathon sur la crise climatique. Ouais. J'aurais adoré avoir ça. Il existe depuis 2018 l'outil. Ok, mais on avait travaillé avec l'Environnement Canada. Ah ouais, ok. En tout cas, mais ça montre parfois les diversités, aussi les silos. Ouais. D'un point de vue optimiste, on va dire, par rapport à ces données-ci, et tu sais, vous parliez de l'usage potentiel pour le advocacy ou les changements. Il y a aussi de plus en plus beaucoup de compagnies. Je travaillais avant avec Desjardins sur tout un volet autour de la réduction des gaz à effet de serre, la mesure, etc. Il y a Concordia aussi qui fait un beau travail à tout ce qui est la ville et l'impact carbone. Je ne les connais pas tous là, mais j'en vois de plus en plus sur les dernières années. Comment vous voyez l'échange de données, ou soit la centralisation, soit une sorte de décentralisation organisée de ces données-là pour être le plus exhaustive? Parce qu'on voit même Climate Change AI, là, le groupe de travail, etc., qui travaille là-dessus. Puis j'ai l'impression qu'il y a plein de belles initiatives comme ça. Puis dans l'action, comment est-ce que vous verriez potentiellement des actions concertées, ou ne serait-ce que pourquoi pas notre hackathon en 2026, pourquoi pas en 2025, whatever. Est-ce que vous voyez des actions à utiliser à travers ces données-là? C'est sûr que casser les silos que tu évoquais, c'est un des points qu'on observe vraiment beaucoup. Ne serait-ce qu'au niveau du consortium, je ne sais pas si tu étais là au début, où il y a différents types de plateformes qui sont de la vulgarisation, vraiment très experts sur le milieu, tu as données climatiques qui se situent. Il y a du chevauchement. Puis nous, parce qu'on a cette expertise de gérer ce type de données en type back-end, on est sollicité par Infrastructure Canada qui nous demande de faire la même affaire. On est sollicité par Transport Canada qui nous sollicite. Mais tu sais, tout est là, quoi. Donc, ce qu'on essaye de faire, j'ai pas la réponse, là, je te dirais, à notre niveau,
C'est sûr que ce qu'on perçoit, si tu veux, qu'il y a peut-être un manque de cohérence d'un point de vue gouvernemental, là, de mettre ça quand même à plat, puis de coordonner toutes les affaires. La seule chose que nous, on essaie de faire au sein de notre organisation, c'est, vu qu'on a des projets qui sont vraiment en silo, mais qui parlent exactement de la même chose, on essaye de mettre ces gens autour du table et qui parlent, et puis avoir des projets communs. Dans une très très petite mesure, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, mais ce qu'on perçoit, c'est qu'il faut que ça soit un niveau supérieur de nous, là. Mais là, on donne d'autres considérations, comme tu t'en dis, là, quoi. Mais peut-être aussi te préciser une chose. Peut-être c'est un peu ce que j'ai perçu en filigrane aussi dans ta question, c'est ce site web, il n'a pas vocation à te dire qu'est-ce que tu dois faire. Ça, c'est ton business, quoi, quelque part. On te donne les données, après à toi de décider. Parce qu'on est, si tu veux, vraiment sur un aspect gouvernemental, on va pas mettre le doigt là-dedans. Ça va être vraiment... Désolé, j'ai pas une réponse plus ferme. Non, mais la réponse, déjà, déjà, tu parlais de mettre les gens autour de la table, c'est une bonne chose. C'est pas tout le temps évident. Non, c'est ça. Puis la deuxième, je ne sais pas d'un point de vue le site en tant que tel, mène vers une action, mais plus un potentiel support à la concertation, un support à la mise en commun de données, des données privées, des données publiques. Ouais, pour ce qui est des données publiques, c'est quand même pas si mal fait. Hein. C'est pas mal tout centralisé du côté d'Environnement Canada. Donc c'est même NRCan qui gère tout ce qui est les parcs nationaux, etc. Ils produisent de la donnée, au final ça se retrouve là. Donc il y a quand même une forme de centralisation là-dessus. Mais après, c'est par contre qu'est-ce qu'on en fait, c'est quoi les outils qui sont produits derrière. Là, les initiatives sont très peu connectées. On me dit d'arrêter. Ouais, il va falloir fermer. Désolé. Merci.